Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers Normandes, chers Normands, bienvenue en direct du QG de Beuzeville, QG de la permanence donc de campagne de la Normandie conquérante. C'est un vrai plaisir pour nous de vous retrouver pour cette deuxième émission débat. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour discuter d'un tout autre sujet comparé à hier où nous avons évoqué le sujet de l'axe Seine, puisque ce soir donc nous allons débattre de la sécurité en Normandie, un sujet majeur pour l'ensemble des territoires et également donc de la région Normandie. Vous rappelez que nous sommes dans un contexte électoral qui nous incite bien entendu à véritablement toujours proposer des espaces, des endroits d'échange pour justement faire en sorte que malgré ce contexte sanitaire dégradé, que nous puissions toujours proposer des espaces d'échange. Et aujourd'hui justement pour débattre sur le sujet de la sécurité, des invités, des intervenants de qualité avec une expérience aiguisée en la matière. Je me tourne dans un premier temps vers ma gauche, donc avec Rodolphe Thomas. Bonjour Rodolphe Thomas. Bonsoir. Vous êtes donc vice-président de la région Normandie en charge de la politique de la ville et de la cohésion sociale, mais également depuis près de 20 ans maire d'Hérouville. Vous avez une longue expérience politique qui vous permet ce soir de pouvoir de manière assez aiguisée parler de ce sujet de la sécurité, puisque vous avez été donc en plus de vice-président de la région Normandie, conseiller général, mais également député de la 2e circonscription du Calvados de 2007 à 2012. Et donc, merci beaucoup pour votre présence. Je me tourne désormais sur ma droite avec Jonas Haddad. Jonas Haddad, vous avez 33 ans. Bonsoir Jonas. Bonsoir Gauthier, merci de votre invitation. Merci beaucoup. Jonas, vous êtes donc avocat au barreau de Rouen. Vous êtes également particulièrement spécialisé sur le sujet de la sécurité. On vous voit très régulièrement sur les plateaux de CNews pour justement échanger des sujets nationaux en la matière. Mais vous avez également une expérience politique qui vous permet ce soir d'une manière également aiguisée de pouvoir parler de la sécurité, puisque vous avez été donc collaborateur de 2010 à 2012 au cabinet de Luc Châtel, alors ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Rappelez également que vous êtes une personnalité politique très investie sur le territoire sénomarin, puisque vous avez été pour la grande famille de la droite et du centre l'un des fers de lance pour les jeunes à partir de 2014, et aujourd'hui vous êtes donc pour l'ensemble des sénomarins de la famille de la droite, donc le président. Merci pour votre présence. Merci Jonas. Pour terminer les présentations, je me tourne cette fois-ci toujours sur ma droite vers Frédéric Desguer. Frédéric Desguer, vous avez 55 ans, vous êtes secrétaire national délégué à l'unité SGP Police Zone Ouest et vous êtes également donc secrétaire, si puis-je dire, régional de SGP Force Ouvrière. Frédéric, bonsoir, merci beaucoup pour votre présence. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci beaucoup. Avant de débuter et avant que je change de place, vous rappelez que ces échanges, ces directs, ils se veulent interactifs. Nous sommes aujourd'hui, ce soir, en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux de la Normandie conquérante. N'hésitez donc pas à prendre la parole, à poser vos questions, à faire part de vos commentaires. Pauline Delgove, qui est ici sur le QG de campagne, se chargera de les remonter pour que nous puissions en échanger avec les intervenants. Je vais donc tout de suite changer de place pour que nous puissions ensemble démarrer les échanges. Avec donc, pour démarrer ce soir, un premier sujet pour introduction. Je me tourne vers Rodolphe Thomas, donc vice-président de la région Normandie, comme je le disais précédemment, mais surtout maire d'Hérouville-Saint-Clair. Rodolphe, la région Normandie, depuis 6 ans, a une politique particulièrement volontariste sur de nombreux sujets, et en particulier celui de la sécurité, où beaucoup de choses ont été faites, même si ce n'est pas une compétence primaire de la région. Oui, merci Gauthier, c'est important de le rappeler. La sécurité n'est pas la compétence de la région. Pour autant, il devait, au travers de cette campagne, que nous puissions justement parler de ce sujet qui est très clivant, il faut l'avouer, très clivant, et on ne peut pas ne pas en parler. Et d'ailleurs, mes pensées vont d'ailleurs aux policiers qui a été abattu froidement, pas plus tard qu'hier soir, et c'est toujours une déchirure pour notre société, notre démocratie, d'être confronté à cela, et surtout un maire qui essaie de s'engager le plus étroitement possible en direction des attentes et des besoins de la population, qui pour certaines et certains souffrent dans les quartiers en difficulté, et pas plus tard aussi que vendredi dernier, on avait fait
à la mairie d'Hérouville une minute de silence en l'hommage de Stéphanie Montfermé qui a été lâchement aussi assassinée. Donc vous voyez tout ça pour dire que nous sommes dans une société qui est en grande difficulté, où on ne sait pas, comme on dit, à quel sein se vouer, mais les élus que nous sommes devons prendre justement sa totale dimension pour apporter des réponses au plus proche possible de nos concitoyennes et concitoyens. Et les maires sont les fers de lance. On doit être responsable. Quand nous sommes élus, nous devons nous occuper de toute la politique publique, et que ce soit l'éducation, l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, le logement, l'action sociale tout particulièrement, et la sécurité fait partie d'un axe essentiel. Et malheureusement, dans notre société, elle évolue ou elle mute, et pas toujours de la meilleure façon qu'on le souhaiterait. Et on le voit depuis ces dernières années. C'est une situation qui se dégrade, où les gens sont en tension, où les habitants manquent de repères et se sentent pas écoutés, concernés. Bien sûr, ils se sentent concernés, mais pas écoutés par rapport à tous les messages que l'on fait matin, midi et soir, où on entend des débats télévisés et des personnes qui sont complètement dans le déni total de ce qui se passe dans les quartiers. Et donc nous devons, et il faut rappeler, on le verra avec Jonas ou avec Frédéric, sur le volet urbain aussi, parce que l'insécurité qui est grandissante, elle n'est pas uniquement sur les quartiers prioritaires, mais aussi elle se développe un peu partout dans le monde rural. Donc nous sommes là responsables avec Jonas, je suis très content d'être à sa côté. Il va représenter l'équipe de Seine-Maritime, moi dans le Calvados avec Sophie Gauguin, et nous allons bien sûr apporter notre contribution avec cette volonté d'être bien sûr des candidats conquérants pour une Normandie conquérante, être fiers de porter un programme comme on peut le faire au niveau local en tant que maire, et axer, bien sûr, on le verra tout à l'heure, sur des propositions que nous ferons, et des propositions qui seront en adéquation et en attente parfaite des habitants, qui sont malheureusement pas toujours entendus dans notre société. Merci beaucoup Rodolphe pour cette introduction. Je me tourne désormais vers donc Jonas Haddad. Vous êtes avocat au barreau de Rouen. Comme je le disais précédemment, vous êtes très investi sur le Havre avec votre secteur professionnel d'activité également sur la métropole rouennaise. Vous, concrètement, au quotidien, par rapport à ce que vient de dire Rodolphe Thomas, quel constat vous pouvez aujourd'hui présenter ? Bon, d'abord, il faut dire une chose, c'est que quand on est normand, on est d'un tempérament modéré. Donc on n'est pas des énervés de la sécurité, mais en revanche, on est très clair, on ne peut pas être dans le déni. On est des réalistes. Et quand on regarde avec réalisme les chiffres de ce que c'est que la sécurité, notamment dans notre région, c'est pas glorieux. Alors, c'est pas glorieux, et surtout, ça participe d'un sentiment global qui est bien plus qu'uniquement un sentiment. On a tendance de dire que c'est un sentiment d'insécurité. En réalité, les chiffres nous montrent que c'est bien plus qu'un sentiment. Et le slogan de la campagne, le titre de la campagne, c'est « Vivre la Normandie ». Mais nous, notre conviction, c'est que lorsque on veut vivre la Normandie, on ne peut pas vivre tranquillement sans sécurité. Bien sûr que la région elle a des compétences dans plein de domaines. Elle a la compétence de la formation, elle a la compétence de l'économie, elle a la compétence des transports. Mais dans chacune des compétences que je viens d'énoncer, s'il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez pas exercer tranquillement chacune de ces compétences. La sécurité économique, la multiplication par exemple des cyberattaques contre un certain nombre de nos entreprises, c'est une difficulté majeure. La sécurité dans les lycées, c'est une difficulté majeure à laquelle la région a commencé à apporter des réponses, notamment avec des systèmes de vidéoprotection. La sécurité dans les transports, on le sait régulièrement, il y a des agressions qui sont de plus en plus violentes dans les transports. Et c'est vrai que Hervé Morin, notre candidat, a fait une super tribune il y a quelques mois maintenant, dans laquelle il disait que dans la période actuelle, les gens ne peuvent plus tolérer cette insécurité. Parce que quand, à nous, on nous demande d'être rentrés pour 19h, et que si vous êtes en infraction par rapport au couvre-feu, on vous met 135 € d'amende, que si vous dépassez un tout petit peu quelque chose, on vous met une amende immédiatement, et qu'à celui, comme on le racontait tout à l'heure, avant le plateau, à Hérouville, qui fait plusieurs infractions, qui est condamné à plusieurs reprises, non seulement on a du mal à le condamner, mais en plus on n'applique même pas la peine, parce que 45% des peines qui sont prononcées ne sont pas appliquées, c'est une difficulté. Et c'est pas comme ça qu'on peut faire en sorte d'apporter des réponses concrètes. Alors bien évidemment, notre rôle à nous, c'est d'apporter des réponses et de faire en sorte que nos concitoyens ne soient pas totalement aujourd'hui dans une colère. Parce que la colère, elle est toujours mauvaise conseillère. Et Rodolphe le disait très bien tout à l'heure, le pire, c'est le déni. C'est de fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer partout dans notre pays. Évidemment, hier, on en parlait, il y a encore eu
un policier qui a été assassiné. Mais en fait, on dit hier, mais c'est tous les jours. Et moi, je pense qu'il faut foncièrement qu'on passe d'une société de la compassion à une société de l'action. J'en ai marre, je vous le dis, régulièrement, de mettre des bougies, des hommages sur mes réseaux sociaux. Je préférerais ne pas avoir à le faire et qu'on fasse de façon très ferme beaucoup moins de discours, beaucoup moins d'hommages républicains, beaucoup moins d'hommages à des gens qui, et Frédéric en parlera tout à l'heure, qui donnent leur vie pour nous, qui nous protègent et qui sont mis en difficulté. Et enfin, j'en terminerai par là et on rentrera un peu plus tard dans les chiffres qui sont liés à la Seine-Maritime. Il faut bien que vous compreniez une chose. Moi, je m'inscris totalement en faux par rapport à l'ambiance actuelle qui consiste à dire qu'il y a un problème entre la population et sa police. Ce sont des fantasmes, notamment des fantasmes qui sont alimentés par des idéologues qui de toute façon n'aiment pas la police depuis des années. Et quand vous posez la question concrètement aux Français s'ils aiment leur police, ils ont confiance dans leur police. Et bien évidemment, dans la police comme dans d'autres corps de métier, il y a parfois des débordements. Ça arrive chez les avocats, ça arrive chez les maires, ça arrive chez les commerçants, ça arrive partout. Mais dire, même parfois au plus haut niveau de l'État, que la police est raciste, que la police est violente, etc., c'est une insulte et ça crée un climat global qui donne une façon de dire bon, c'est pas grave, si vous tapez des policiers, etc., ce n'est qu'une bande contre une autre. Vous savez, ce matin, j'ai écouté par exemple une radio, il y avait un intellectuel philosophe qu'on ne peut pas qualifier d'être un extrémiste, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Bon, pas de même bord politique que moi, et pourtant, lui, en l'occurrence, il disait le fait qu'il y ait une ambiance globale contre nos policiers crée des conditions pour qu'au final, il y ait des gens qui se croient autorisés à les tuer. Eh bien, moi, je souscris parfaitement à cette analyse et je suis persuadé qu'à la fois nos téléspectateurs et les Normands qui nous regardent de façon plus globale, ils veulent un peu plus de fermeté pour pouvoir tranquillement vivre la Normandie. Voilà. Et si on s'arrête là, au moins on aura résolu les problèmes. Plutôt que de grands discours, il faut passer aux actes. Merci beaucoup Jonas pour vos propos. Justement, en me tournant vers donc Frédéric, revenir sur ce qui a été dit par donc Rodolphe Thomas et Jonas Haddad sur une société, une région Normandie qui voilà étant assujettie, si puis-je dire, à un développement de la délinquance, quels que soient les territoires, aussi bien urbains que ruraux. Jonas Haddad parlait tout à l'heure donc des agressions dans les transports. Tout à l'heure, Rodolphe, vous parliez dans le milieu rural. Et donc, monsieur Desguerres, Frédéric, par votre expérience, par votre fonction, je rappelle donc que vous êtes secrétaire national délégué de l'unité SGP Police Zone Ouest. Concrètement, face à ce qui a été dit, quel est votre constat, quelle est votre observation? Est-ce que le dessin est si noir que ça? Je pense qu'il est même encore plus noir, puisque quand je suis arrivé en 96 sur Rouen, sur la Normandie, on avait, pour vous donner juste une image, on avait 8 véhicules police-secours qui tournaient H24, 365 jours sur 365 jours sur l'agglomération rouennaise. 9 équipages, 10 équipages de 3. 3 policiers titulaires. Aujourd'hui, sur l'agglomération rouennaise, donc sauf Elbeuf, nous avons, au meilleur des cas, nous avons 3 polices-secours. C'est-à-dire qu'on a 9 fonctionnaires de police pour assurer la sécurité des Rouennais et des villes aux alentours. Aujourd'hui, oui. La violence est montée d'un cran. La violence que nous connaissons aujourd'hui dans les agglomérations comme Rouen, comme Caen, c'est la violence que j'ai connue en 96, dans le 93. Dans le 93, on n'avait pas plus de fonctionnaires de police, mais on avait quand même autour de nous Paris qui pouvait nous apporter des renforts. Aujourd'hui, je reprends les événements qu'il y a eu à Évreux ou à Val-de-Reuil il y a très peu de temps. On avait 4 policiers pour assurer la défense du commissariat. Donc effectivement, c'est noir. Je disais dernièrement à un élu que l'endroit le moins sûr aujourd'hui, hors confinement, le vendredi soir, c'est le centre-ville de Rouen, parce qu'on n'a pas d'équipage pour assurer les patrouilles préventives qui, justement, écartent la délinquance et assurent la sécurité de nos concitoyens. C'est un constat, je ne veux pas être alarmiste, c'est comme ça fait des années qu'on alarme un petit peu tous les élus qui passent. Mais voilà, donc on diminue. À chaque mouvement de mutation, on voit plus de policiers partir que de policiers arriver. Donc voilà, c'est un constat. Sur l'agglomération rouennaise, il nous manque une centaine de fonctionnaires de police pour assurer correctement
la sécurité de nos concitoyens. Merci beaucoup Frédéric. On va donc rentrer dans le vif du sujet après avoir donc posé le contexte. Je me tourne de nouveau donc vers Rodolphe Thomas. Donc vous êtes maire d'Hérouville-Saint-Clair depuis près de 20 ans. Vous avez donc une expérience assez longue en la matière. Est-ce que concrètement, sur le territoire d'Hérouville-Saint-Clair, il y a eu des évolutions, des mutations de la délinquance ? Oui, il y a eu des évolutions. Pour autant, je voudrais revenir sur ce qui a été soulevé par Jonas et Frédéric. Il est vrai que lorsque des gens, certains délinquants entre guillemets, regardent matin, midi et soir des violences à l'actualité, aux informations, où on banalise les agressions à l'encontre de l'institution qui est justement une belle institution qui est la police nationale, eh bien, on ne se rend plus compte de ce qui est bien ou de ce qui est mal, quoi. Donc, et on prend un malin plaisir de montrer comment on peut dégrader l'image du policier national dans ses fonctions alors qu'il est là. Il est là pour essayer d'apporter des réponses, de rétablir un cadre de vie, de rétablir la sécurité. Et ça, il faut aussi les en remercier. Maintenant, pour ce qui concerne les maires que nous sommes, comme tu le rappelais, Gauthier, moi, ça fait depuis maintenant 2001, près de 20 ans. Et dès mon arrivée à la mairie d'Hérouville, donc c'est une ville de 23 000 habitants, avec toutes ces problématiques, comme on le dit souvent dans les QPV, zones urbaines sensibles et autres, eh bien, on a décidé de mettre en place une équipe de police municipale. Et c'est une culture complètement nouveau pour justement apporter un début de réponse à la situation à laquelle une bonne partie de la population était confrontée. Mais c'était, pour certaines et certains, catalogué comme ça y est, la droite est là, l'extrême droite est là, parce qu'on avait décidé de mettre en place, de créer une police municipale. Et 20 ans après, eh bien, nous sommes à 14 policiers municipaux qui interviennent en complémentaire ou en complémentarité avec la police nationale. Et là, je crois que c'est une des données qui sont essentielles. C'est comment faire en sorte que l'on comprenne bien les missions d'un maire qui veut et qui souhaite, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde aussi. C'est-à-dire que quand on est élu, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est de savoir si on a capacité d'apporter des réponses auprès de ses concitoyens. Et quand on est élu, on a le devoir et l'obligation d'essayer d'apporter des réponses, même si c'est hyper compliqué. Eh bien, sur le volet de la sécurité, eh bien, pour moi, j'en fais aussi une des priorités. Et donc, eh bien, la police municipale a permis, avec la police nationale, de pouvoir résorber ces phénomènes de squat, de délinquance en général, de trafic de stupéfiants. Il est vrai que la période de confinement, depuis maintenant un peu plus d'1 an, a été de plus en plus compliquée parce que même s'il y avait les amendes, comment dirais-je, forfaitaires, délictuelles qui étaient, comment dirais-je, appliquées, eh bien, on a pu un tant soit peu apporter un début de réponse et essayer de lutter contre ces effets de bande, lutter contre le trafic de stupéfiants, de drogue, et puis les quads, les rodéos, puisqu'on arrive en période aussi d'été qui est encore plus compliquée. Et il est vrai que tous les lundis matins, je l'avoue, je me fais engueuler par mes concitoyens parce que le week-end, ça a été infernal dans les quartiers. Alors, c'est pas spécifique à Hérouville, on le voit bien, c'est national. Et il y a le syndrome de 2005 où la police a du mal ou ne souhaite pas intervenir de peur qu'il y ait un accident et de peur que les quartiers flambent juste après. Donc, on est là aussi pour apporter une certaine contribution pour enquêter, faire des investigations. Et puis, s'il le faut, d'aller chercher les quads, les motos, les trials dans les caves pour justement que ça ne se répète pas. Et donc, et voilà, c'est tout un cheminement que l'on doit faire. Et je le dis souvent, le maire est le pivot même de la sécurité et il doit assumer cette responsabilité, même si c'est encore une fois hyper fragile, parce que les maires que nous sommes, on l'a rappelé il y a depuis maintenant 3-4 ans, qui sont toujours aussi exposés, qui sont agressés, parce que nous sommes aussi responsables, imprégnés de notre mission, de notre mandat de maire. Et ce qu'on veut, c'est aussi d'apporter un minimum de cadre de vie, de sécurité, et on en fait peut-être un peu plus, voire de plus en plus, et on est exposé. Et on me dit souvent, monsieur le maire, Rodolphe, attention, laisse à la police municipale, laisse à la police nationale ce qui doit être fait, mais c'est plus fort que moi. Donc tout ça pour rappeler que rien ne vaudra cette cohésion et de pouvoir y remédier. Après, Jonas en dira 2 mots.
je pense, parce que Jonas est avocat, moi je dis souvent, on peut créer des centaines, Frédéric, vous ne voudrez pas, mais créer des centaines de postes supplémentaires. Il n'y a rien de plus désabusé ou des abusantes que des personnes, des habitants ou même le maire qui interpellent des jeunes, des moins jeunes et qui, au bout de 5 minutes, au bout de quelques heures, soient relâchés matin, midi et soir. Donc à un moment donné, on s'y perd et la chaîne pénale ne fonctionne pas. Alors après, est-ce que c'est généralisé sur tous les territoires? Un procureur ne fait pas l'autre, Jonas, je crois. Un juge ne fait pas l'autre. Une PJJ ne fait pas l'autre en fonction des territoires. Et on voit bien que c'est cette distorsion qu'il y a. Et lorsqu'il y a des interpellations, eh bien, dans certains quartiers, on voit que ça se passe bien et dans d'autres, un peu moins bien. Et puis surtout, les jeunes qui sont aussi dans une délinquance complètement juvénile, comme on les appelle, eh bien, ils sont relâchés aussitôt et il n'y a rien de plus désagréable et on a tendance à baisser les bras et j'ai dit non, avec la police municipale nous devons toujours lutter face à cela et encore une fois cette relation aussi qui a été mise en place avec certains procureurs nous permet un peu, à force d'information, d'essayer de justifier, parce que aussi on nous demande, et je pense que la police aussi nationale de contrôle de la c'est quand on interpelle quelqu'un, il faut étayer un dossier à la virgule près, le moins de virgule qui est manqué, je caricature, sur un procès verbal, eh bien les avocats peuvent aussi, faire libérer des délinquants. Donc voilà, c'est compliqué, mais pour autant on ne doit pas baisser les bras. Et je reviendrai sur 2-3 points sur les propositions qu'on peut faire à l'échelle de la région Normandie aux côtés d'Hervé Morin. Nous allons effectivement en parler dans la suite de nos échanges. Revenir justement sur ce que vous disiez, Rodolphe, sur ce qu'ont mis en place les collectivités territoriales et notamment face aux agressions croissantes des élus, et en particulier des maires dans les territoires ruraux. À titre d'exemple, l'Association des maires de France et des maires ruraux de France met de plus en plus en place sur l'ensemble des territoires des séquences d'autodéfense des maires. Ça se développe de plus en plus et ce qui est révélateur sur les territoires d'une situation qui est en train d'évoluer. Ce qui me permet de me tourner maintenant vers Jonas Haddad notamment sur le territoire rouennais qui est votre secteur d'activité professionnelle. Vous citiez tout à l'heure qu'il y avait des chiffres qui étaient désastreux au niveau Seine-Marin. Concrètement, quelle est la conjoncture au niveau Seine-Marin? Et je poserai la même question ensuite à Frédéric. Frédéric, au niveau de la Normandie et de la Bretagne, qui est votre territoire d'activité également dans le cadre de vos fonctions. Quelle est la conjoncture? Quelle est la situation? Alors, effectivement, quand on analyse les chiffres, j'invente rien, c'est les chiffres de la préfecture, donc ça me semble assez incontestable, même parfois c'est modéré, disons. Voilà, les chiffres pour l'année 2020 sont les suivants. Donc, on a une baisse légère de la délinquance, d'accord ? Cette baisse de la délinquance, elle concerne l'intégralité des délits qui sont commis. Mais il est remarqué qu'il y a une explosion d'autres délinquances qui sont notamment des délinquances économiques. Donc je vous donne juste un chiffre. Par exemple, en matière d'escroquerie et d'infractions économiques, on a une augmentation de 12%. Dans les zones gendarmerie nationale, c'est-à-dire en gros des zones qui sont un petit peu plus rurales, on a une augmentation des escroqueries de 36,4%. Ça veut donc dire qu'en réalité, les escrocs ont profité du confinement actuellement pour déclencher un certain nombre d'opérations quand les gens se trouvaient chez eux. Donc il faut être extrêmement vigilant et je pense que c'est aussi ça notre modération interne, c'est de se dire que bien évidemment il y a la délinquance visible des quartiers violente, etc. mais qu'il y a à côté de ça également une délinquance qu'on voit peut-être un petit peu moins mais qui touche nos concitoyens de la même façon en Seine-Maritime et qui peut les impacter, notamment les personnes âgées qui ne savent pas trop ce qui se passe, etc. et qui peuvent être la cible de ces aigres fins. Deuxièmement, et vous allez me dire c'est dramatiquement logique, c'est l'augmentation très forte des violences interfamiliales et des violences conjugales. Malheureusement, quand on est enfermé, eh bien, ça augmente le risque que des personnes qui sont violentes vis-à-vis de leurs enfants ou de leurs conjoints ou de leurs conjointes commettent ces actes-là. Et donc, en fait, malheureusement, ça, c'est quelque chose contre lequel c'est encore plus compliqué de lutter. Et on l'a vu récemment. Et là aussi, je veux rendre un hommage. Mais vous voyez, j'en ai marre de rendre des hommages, en fait, à cette dame qui a été brûlée vive hier par son conjoint. Quand même, on en arrive là aujourd'hui en France. Parce qu'il y a des femmes qui soient tuées par leur conjoint, brûlées vives, quoi. On lui a mis de l'essence et puis on l'a brûlée. Bon, c'est comme ça aujourd'hui, potentiellement, ce qui existe. Alors, toujours pour rester sur la zone de la métropole rouennaise,
on a identifié quand même 85 cas d'escroquerie et de cyberattaque sur la zone rouennaise, mais qui concernent des entreprises. Donc c'est là où aussi la région, à mon avis, peut mettre le paquet potentiellement sur 4 secteurs différents, l'aéronautique, et donc vous imaginez le côté stratégique quand même de ces secteurs-là, l'automobile, le nucléaire et l'agroalimentaire. Et donc il y a eu des attaques, des formes de violence, d'insécurité en fait économique par rapport à ça. La sécurité routière est en forte baisse, logiquement. Mais il y a un autre phénomène qui est extrêmement important et que j'ai envie de souligner pour nos téléspectateurs, parce que très souvent, on l'associe par exemple au Pas-de-Calais. Mais c'est la réalité également d'une forme d'insécurité qui est créée par des migrants qui arrivent sur notre territoire séno-marin sans réellement d'accompagnement. Là, je sortais encore récemment, donc c'est en mars 2021, donc le cas de 33 migrants qui ont dû être secourus en mer et qui ont été appelés à quitter le territoire français. On a tendance à considérer que très régulièrement, ça arrive à Calais, mais ça arrive également dans nos territoires. Je sais que dans le Calvados, il y a Ouistreham aussi qui est concerné. Et donc, en fait, ça crée un sentiment d'insécurité dans des zones où, habituellement, ce n'était pas du tout des sujets concernant globalement l'immigration. Et alors, j'ai sorti quelque chose, ça va peut-être plaire ou pas à nos téléspectateurs, parce que ça a été fait un petit peu en cachette. Nicolas Maillot-Rossignol, donc, qui est le président de la métropole, il a décidé, donc là, assez récemment, en septembre 2020, après avoir été élu à la mairie de Rouen, d'adhérer à une association. Alors je vous lis cette association, donc cette association s'appelle... attendez, je vais vous retrouver ça. Bon, je vous retrouverai le nom. C'est une association qui est spécialisée dans l'accueil des migrants, qui est une association au niveau national. Voilà, c'est l'association nationale des villes et des territoires accueillants. Bon, on ne peut pas dire le contraire, tout le monde aime les territoires accueillants. C'est comme si on vous disait qu'on n'aimait pas les nounours et les ours en peluche, quoi. Mais on rentre un petit peu dans le détail de ce que c'est que cette association. Cette association qui déclare dans sa charte: nous refusons toute politique qui remet en cause l'accueil inconditionnel de toute forme de migration, constituant, je cite, de la part des pouvoirs publics, une forme de violence institutionnelle. Ça veut donc dire que pour cette association à laquelle le président de la métropole rouennaise nous a fait adhérer, n'importe quel contrôle de l'immigration est une violence institutionnelle. On ira expliquer ça aux habitants de Dieppe. Deuxièmement, et je continue, en septembre 2020, le président de cette même association a qualifié le pacte européen pour l'immigration, qui pourtant était un pacte assez consensuel et voté par quasiment tous les pays, je le cite, d'un pacte de la honte, et il réclamait la relocalisation immédiate de tous les demandeurs d'asile après l'enregistrement dans les villes qui sont membres de l'association. C'est-à-dire que matériellement, en adhérant à cette association, le président de la métropole et le maire de Rouen considèrent que la ville et la métropole de Rouen doivent accueillir tous les migrants qui se trouvent en Europe et que, en tout cas, il fera le nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Je ne suis pas un obsédé de ces sujets-là. Mais encore une fois, quand on voit de telles énormités et que des gens qui se disent responsables politiques ont un tel niveau d'irresponsabilité pour assurer la sécurité de nos concitoyens, je pense que ça peut nous interroger. Merci beaucoup Jonas. Rodolphe, avant Frédéric. En écoutant Jonas, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir, et effectivement, c'en est très inquiétant. Alors, et qu'on ne se méprenne pas sur la façon dont on voit les choses. Moi, en tant que maire, bon, bien sûr, je souscris, je m'inquiète, effectivement, ce que vient de rappeler Jonas. Un maire que d'Hérouville, il y en a nombreux, je pense, des centaines de milliers aussi d'élus. Il y a deux poids, deux mesures. Moi, je suis confronté à des gens qui deviennent des concitoyens français, qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et qui travaillent, et qui, tous les 5, voire 10 ans, demandent à renouveler leur carte de séjour, et qui, malheureusement, ils ne bénéficient absolument rien de reconduction. Vous voyez, donc on accueille, et on a des gens de toute génération, de toute confession, qui viennent et qui s'intègrent complètement dans nos quartiers, dans l'économie locale, nationale, et on leur dit attendez votre tour, et il y en a même, et moi je suis en train de me battre aussi auprès de la préfecture pour essayer de régulariser et d'aider ces familles qui apportent de la valeur ajoutée, qui ont des compétences, qui ont des connaissances, qui payent des impôts, et du jour au lendemain, parce que leur carte de séjour n'est pas renouvelée, eh bien ils perdent leur contrat de travail. Eh bien, moi, je trouve ça
inadmissible dans notre société. Donc vous voyez, donc il faut aider toutes ces familles qui sont là, qui s'inscrivent complètement dans une démarche citoyenne et respectueuse, et puis faire attention à ce qu'a rappelé effectivement Jonas sur la situation à laquelle on risque d'être confronté par des propos ou plutôt des orientations très laxistes et qui ne prennent pas en mesure la situation sociale de toutes ces personnes qui seront accueillies dans les quartiers en Normandie. Merci beaucoup Rodolphe. La parole est donc pour Frédéric. Je me tourne vers vous. Par votre profession, par vos fonctions au niveau donc du territoire de l'Est, vous êtes donc au plus près des situations, également des enjeux qui sont en train de muter, avec une délinquance qui est en train également de se transformer, comme Jonas a pu l'exposer notamment à l'occasion du confinement, avec des cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses, des publics plus fragiles qui sont visés. Concrètement, sur le territoire de l'Ouest, quelle est la situation sur le territoire de l'Ouest et en particulier en Normandie? Alors, généralement, sur l'Ouest, moi je m'occupe de donc, la Normandie, la Bretagne et les Pays de Loire. On a des délinquances différentes suivant les territoires, puisqu'évidemment, il y a une culture différente, il y a une population différente. En ce qui concerne ce que vient de dire Jonas, moi je suis pas ici pour faire de la politique, je suis là pour apporter un éclairage, mais sur Rouen ou sur Caen, on n'est pas, ou sur les grandes agglomérations, on n'est pas trop touché par les migrations ou par les migrants, parce que de toute façon, ils vont aller dans les territoires où il y a de moins en moins de police. Alors déjà, on n'en a pas beaucoup dans les grands centres, mais en campagne, les pauvres gendarmes, eux, effectivement, avec la restructuration qu'ils ont eue il y a quelques temps, ils sont de moins en moins, donc c'est plus facile pour tout le monde de naviguer. Sur les agglomérations comme Rouen, par exemple, effectivement, on a vu une baisse de la délinquance, mais puisque tout le monde était confiné et les policiers occupés à faire appliquer le confinement, on avait moins de temps pour aller chercher. Donc c'est vrai, ça s'explique. Les violences intrafamiliales augmentent, puisqu'effectivement le confinement a fait qu'à un moment donné, ils se tapent dessus, les gens se tapent dessus. De toute façon, on n'avait pas les moyens de répondre à tous les appels dispatch. Je vais vous donner encore un exemple concret. Sur 600 appels à peu près de moyenne chaque nuit, on peut répondre à... il y a toujours une centaine qui ne sont pas suivis d'un déplacement de police parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens humains pour se déplacer, et on arrive à des situations où effectivement un homme brûle sa femme parce que on ne s'est pas déplacé, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer, on était pris de part. C'est inquiétant. Pourtant, je serais un petit peu plus optimiste, c'est que on tente de trouver des moyens, on va essayer de se délester de certaines missions qui sont chronophages, au profit des maires, effectivement. Et c'est vrai que là où la police nationale et la police municipale travaillent ensemble, c'est complémentaire. On n'a pas les mêmes missions, mais on s'appuie sur les interpellations ou sur les descentes dans les halls. Donc c'est vrai qu'avec l'appui de 2 ou 3 policiers municipaux, on soutient, c'est vrai que c'est que comme ça, avec les maires, avec la police municipale, avec la police nationale, avec les gendarmes, on va essayer de se regrouper et travailler tous ensemble pour la sécurité de nos concitoyens. Rodolphe, pour compléter. Oui, et c'est un exemple malheureusement parmi tant d'autres, et la collaboration des élus, et donc des élus de terrain, comme nous essayons de l'être, et l'exemple des violences intrafamiliales et presque des assassinats, avec certaines situations, on a réussi à anticiper justement ces violences, ces agressions, ces violences intrafamiliales, parce que il y avait cette alerte de la part de certains voisins qui alertaient le maire ou les élus, voire le CCAS. On essayait de faire aussi des investigations, des enquêtes pour justement essayer de trouver justement du comment et du pourquoi cette personne en était arrivée là. Donc encore une fois, on a l'impérieuse obligation d'être un peu partout sur le terrain en fonction de demandes et nos capacités et disponibilités. Mais tout ça pour rappeler que le maire, comme avec son équipe municipale et ses services, sont essentiels, et surtout avec les bailleurs sociaux. Là, on a effectivement un gros sujet, ou plutôt un grand débat que l'on doit avoir l'ensemble, nous les élus, et puis généralement l'État, c'est comment une collectivité doit travailler avec un bailleur social. Et on n'imagine pas
la situation à laquelle certains habitants, locataires vivent parce que certains bailleurs ne prennent pas la mesure de ce qui se passe dans leur patrimoine HLM. Et ça arrive plusieurs fois que le maire que je suis, d'aller directement dans les caves, dans les cages d'escalier, d'aller directement chez la population pour essayer de bien comprendre là où les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et là, on vient, on prend les photos et ça nous arrive de temps en temps d'aller voir le responsable du bailleur HLM, bailleur social, et dire écoutez, vous ne pouvez pas laisser une famille dans cette situation. Là, il y a urgence. Nous, on est là aussi pour vous accompagner s'il y a effectivement une détresse sociale, financière. Mais vous voyez donc... On s'aperçoit que, et c'est encore une fois l'expérience, on s'aperçoit qu'il est hyper étanche. On est dans une société où chacun doit rester malheureusement confiné dans ses missions. Et on n'arrive pas à trouver cette transversalité, cette collaboration et ce climat de confiance, parce que ça doit être du donnant-donnant. Que ce soit avec le maire, la police nationale et municipale qui commence à évoluer dans le bon sens et dans les autres institutions. On a l'impression que tout le monde veut rester ou garder sa mission, sa délégation, et surtout ne pas rendre compte à l'extérieur. Et c'est là qu'on arrive à des gros soucis, tant de délinquance, parce qu'on n'intervient plus, ou plus personne ne va assumer ses responsabilités, et qui se reprend de plein fouet cette situation, eh bien ce sont les élus locaux, chaque fin de week-end, eh bien c'est notre rôle aussi d'essayer de créer du lien entre les institutions pour y arriver. Merci beaucoup Rodolphe. Petite trêve commentaire, puisque vous êtes nombreux à poser des questions ou à rédiger des commentaires sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. Je pense notamment à quelques commentaires. Une question, ou plutôt un commentaire d'Afida Wada, qui est de l'heure que je salue. Merci beaucoup pour votre présence, qui parle notamment du rôle que peuvent avoir les associations de prévention en lien avec les collectivités territoriales. C'est un vrai sujet que les collectivités peuvent s'emparer, aussi bien auprès des collectivités, mais aussi des instances. Qui veut réagir sur cette question ? Bien sûr, les associations d'insertion, les associations de prévention, de médiation sont essentielles. Elles créent du lien social. Elles sont aussi des ambassadeurs. Elles repèrent, ils repèrent justement les différentes problématiques lorsqu'il y a une détresse sociale. Donc oui, ces associations, qu'elles soient d'ailleurs sportives, culturelles, mais particulièrement au travers de la médiation sociale, sont tout à fait essentielles, parce qu'ils sont un peu aussi des éclaireurs dans les quartiers. Mais il faut aussi qu'on travaille main dans la main. On a certaines associations qui ne veulent pas rendre compte de leur mission, de ce qu'ils font dans les quartiers. Alors que, je le répète, c'est une question de confiance, et qu'on mette au cœur du dispositif, effectivement, la situation de cette délinquance, qu'elle soit juvénile ou pas. Et donc, on a bien sûr besoin de travailler avec des professionnels et qui sont essentiels parce qu'elles créent du lien. Mais encore faut-il que ça se fasse avec du donnant-donnant et de la respect mutuel en fonction de ces missions. Jonas, dans le cadre de vos activités professionnelles, vous êtes en relation avec des représentants d'associations sur ce sujet ? Oui, bonsoir Afida, je suis ravi de ta question. Évidemment que les associations sont des thermomètres. Donc en fait, ces thermomètres permettent de connaître un petit peu la température de la société. Je pense notamment, parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi je bosse beaucoup avec des associations sur les violences qui sont faites aux femmes, parce qu'elles permettent de recueillir une parole qui est une parole qui ne serait pas recueillie ailleurs. C'est pas être déplaisant vis-à-vis de nos forces de l'ordre, mais je comprends parfaitement qu'une femme qui a subi une violence, c'est compliqué pour elle de se rendre dans un commissariat, parce qu'il y a ce que ça représente en termes d'autorité, etc. Et pourtant, il y a des excellentes formations qui ont été tenues. Donc ça, il y a un rôle de tampon qui est réalisé, et je trouve que c'est extrêmement important. À côté de ça, des associations qui permettent aux jeunes, dans certains quartiers, mais ailleurs, dans l'intégralité, de se consacrer à des passions bien plus intéressantes que d'autres passions, elles sont décisives et cruciales. Parce que, vous savez, on donne souvent l'exemple du sport ou de la culture. Quand vous êtes jeune, par nature, vous êtes un petit peu révolutionnaire. C'est physiologique. Je dirais, c'est comme ça, c'est normal. Et donc, soit vous mettez votre énergie dans quelque chose qui est négatif, soit vous le mettez dans quelque chose qui est positif. Donc ces associations, elles sont décisives. Mais attention, je le dis quand même,
Parce qu'on a eu tendance ces derniers temps, parfois, à voir des associations qui pouvaient être dévoyées. Et des associations qui en fait servaient des intérêts qui n'étaient pas les intérêts les plus nobles. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ces associations soient contrôlées et à laquelle on leur donne des missions. Naturellement, vous connaissez l'état des finances publiques, donc aujourd'hui, quand on donne de l'argent à une association, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle fait comme impact à la société. Je me souviens très bien qu'on avait proposé, notamment dans la campagne à Rouen, c'est que on peut donner autant d'argent qu'on veut à une association, mais la grille d'évaluation, c'est de savoir quel est l'impact sur la société. Si l'objectif de l'association, c'est de faire en sorte de se réunir entre soi, c'est pas forcément le rôle de la collectivité de l'aider. En revanche, si la collectivité sent qu'elle a un impact positif sur la société, elle doit même l'aider davantage. Vous voyez, plutôt que de saupoudrer en permanence des subventions et avoir la traditionnelle chasse aux subventions. Donc sur les associations, je pense que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse bien cibler les associations qui sont importantes et mettre le paquet sur elles. Merci beaucoup, Jonas. Justement, Frédéric, face à ce qui a été dit, vous êtes également confronté au quotidien par des situations, comme le disait Jonas, sur le fait que pour une femme qui a été victime d'agression sexuelle, imaginons que ce soit très compliqué de pénétrer au sein d'un commissariat. Concrètement, du côté des forces de l'ordre, face à ce phénomène qui existe, qu'est-ce qui est mis en place et également par rapport à ce que disait Afida Wada, au quotidien, comment les forces de l'ordre également, dans leur mission, pratiquent de la prévention sur les territoires? Alors, sans vouloir être redondant, ce manque d'effectifs nous empêche de faire nos missions correctement. Je me rappelle une époque très lointaine où on avait ce qu'on appelait les îlotiers. C'est-à-dire les îlotiers travaillaient sur un périmètre bien déterminé et connaissaient la concierge, connaissaient le petit qui allait à l'école parce qu'on le faisait traverser la route. Donc il y avait une certaine proximité. Cette proximité était très importante. Pourquoi ? Parce que ça créait on apprenait à connaître l'autre et on apprenait aussi à devenir ami avec l'autre. Et on se confiait, et on savait que dans telle cave, et bien effectivement, il y avait des produits illicites qui étaient stockés. Donc on allait faire. On voyait le petit commencer à faire des bêtises et le policier qui voyait tous les jours venait le remettre un petit peu dans le droit chemin. Ça a été abandonné par une politique que je ne commenterai pas. Et aujourd'hui, ça nous manque parce que vous voyez, la femme battue, le policier, le fameux îlotier, il l'aurait repéré parce qu'on est formé à ça. Aujourd'hui, on a le service, la brigade des violences intrafamiliales qui est formée à ça, qui est formée à l'accueil, qui se déplace de temps en temps pour aller voir la femme qui a été battue, ou l'homme qui a été battu, et on arrive à faire ça. Mais là aussi, où on avait 15 enquêteurs au départ, aujourd'hui on en a beaucoup moins, et ça devient très compliqué, et c'est vrai que ça se banalise, et c'est ça qui fait peur. La violence contre les femmes ou contre les hommes, ou les violences intrafamiliales, ou même la violence sur les mineurs, se banalise. On n'a plus assez d'effectifs pour le faire. Je vais vous juste donner un exemple encore, parce que j'aime bien les exemples concrets. À la brigade des mineurs, aujourd'hui à Rouen, on a à peu près 1100 dossiers, des dossiers importants. On parle de viol sur mineurs, on parle d'attouchement, on parle de choses vraiment très graves. Et on n'a que 12 fonctionnaires pour traiter ces 1000 dossiers. Il faudrait le double. Donc voilà, donc c'est ça cette pénurie. Et ce retour à l'îlotage, entre guillemets, a été fait par ce qu'on appelait les zones prioritaires ou les quartiers de reconquête républicaine. Mais c'est toujours circonscrit sur un petit périmètre. Et il faudrait étendre ça à la ville aujourd'hui. Merci beaucoup. Si je peux rajouter quelque chose, Gauthier, juste par rapport à ça, je pense qu'en matière de compétences régionales, cette proximité, elle est décisive. On l'a vu que notamment sur la formation ou sur les transports, notre président avait plaidé fortement auprès de l'État pour récupérer un certain nombre de prérogatives. Évidemment que si on récupère les prérogatives sur les transports et qu'on récupère à terme les prérogatives sur la formation, il faut qu'on puisse aussi assurer la sécurité des personnes qui sont dans les transports et qui sont celles qui offrent le service public. Deuxièmement, sur la formation, moi je pense qu'il serait extrêmement important de faire en sorte que la région puisse être en capacité sur des personnes qui ne sont pas naturellement formées par la police nationale et à la police municipale, donc ça c'est le rôle régalien de l'État, mais pour des personnes qui sont dans les associations, qui sont ces médiateurs, etc., que la région puisse les aider en matière de formation pour leur donner les clés aujourd'hui d'une génération qui est très particulière. Vous parlez avec ceux qu'on appelait à l'époque les grands frères ou autres, ils vous disent mais aujourd'hui les petits, on les tient plus. Ils sont même choqués
Ils disent, mais attendez, comment c'est possible qu'à leur âge, ils soient déjà dans des situations pareilles, ils fassent des choses comme ça? Alors, je ne vais pas jouer le vieux parce que je ne le suis pas, mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un impact quand même plus fort des réseaux sociaux, de la consultation d'Internet, qui met dans la tête de certains jeunes des modèles, mais le rôle, mais de toute façon, de toute génération, il y a ça. On dit la même chose de la télé, on dit la même chose du cinéma, etc. Donc, c'est pas nouveau. Mais de tout temps, il y a des adultes qui sont là pour mettre en place le fait que ça n'explose pas vis-à-vis des jeunes. Et peut-être que la région pourrait assurer des formations par rapport à ça, ce recul par rapport à ce monde numérique et qui polarise aujourd'hui la société. Justement, merci beaucoup Jonas. Donc, on va passer concrètement sur ce que la collectivité la région Normandie peut faire. Juste pour terminer, en guise de transition, nous avons Ludo Garnier qui parle de 40 ans de déni face à la situation, la conjoncture que vous avez tous les trois exposée. Et nous avons donc François Charnot qui nous demande, mais concrètement, ce n'est pas une responsabilité de l'État, la sécurité ? Et pour approfondir, nous avons également, pour terminer, James Akini qui pose la question justement qui était juste devant moi. La police est une force régalienne dont l'État doit répondre aux besoins, mais quelle aide peut apporter la région aux collectivités pour l'emploi policier? On en parlait justement, municipaux ou du matériel pour ces mêmes policiers. Concrètement, Rodolphe, je me tourne vers vous. Que peut faire la région sur ce domaine? Oui, donc Hervé Morin, notre candidat président, a toujours été sensible sur ces sujets-là. Mais après, il y a aussi la volonté des collectivités locales. À l'exemple d'Hérouville, désolé, je parle aussi pour moi, mais pour montrer aussi, il n'y a pas que la ville d'Hérouville et que le maire d'Hérouville, il y a beaucoup d'autres maires, et quelle que soit la situation ou la couleur politique, qui mettent à disposition des logements d'urgence pour effectivement les familles qui sont en grande difficulté ou les femmes qui subissent des violences intrafamiliales. Donc vous voyez, donc en partenariat avec les différentes associations, ou bien encore avec le CSAS, ou bien encore avec les départements qui ont aussi une part de responsabilité en cette matière. Et Hervé Morin a souhaité justement, au vu de ces situations qui sont aussi intenables, et malheureusement ça a été rappelé tout à l'heure, qui ont été en augmentation depuis plus d'un an, c'est son souhait de créer la Maison des femmes. C'est comment faire en sorte, et d'ailleurs ça existe dans d'autres territoires, et on voit le résultat, d'ailleurs je crois en Seine-Saint-Denis, avec justement un lieu dédié où les femmes peuvent se retrouver, bien sûr, à assister avec des professionnels de la médiation sociale, des médecins, des professions libérales. Et je pense que sur la région, eh bien, il y a un manque. Eh bien, nous allons nous engager à faire en sorte que dans chaque département, dans un premier temps, en accord avec l'ensemble des collectivités ou des EPCI, des côtés communes ou urbaines, de pouvoir justement faciliter l'émergence et la création de ces maisons de femmes, comme les maisons de santé. Et ça, le volet santé aussi, Hervé Morin a toujours souhaité en faire un cheval de bataille, parce que aussi les freins périphériques à l'emploi, les freins périphériques des problématiques de violence et aussi des problématiques de santé en amont qu'on n'arrive pas aussi toujours à anticiper ou à réguler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou que peut faire une région? Et nous avons souhaité justement, et ce sera dans le programme, c'est comment aider aussi les collectivités qui le souhaitent. On est toujours là dans être force de proposition, mais on n'impose pas. Il en va de la responsabilité des élus locaux de pouvoir accompagner les maires qui souhaitent installer de la vidéoprotection, à l'instar de la ville d'Hérouville, mais dans d'autres villes aussi, et de pouvoir les accompagner. Car c'est effectivement un investissement lourd pour une collectivité qui n'a pas toujours les moyens financiers, qu'elle soit dans le monde rural et particulièrement donc urbaine. Et donc la volonté d'Hervé Morin, c'est de pouvoir justement installer, pour celles et ceux qui le savent, je me répète, une politique ambitieuse, volontariste, qui permettra l'installation des vidéoprotections et de faire des déports en partenariat à chaque fois avec les gendarmeries rurales ou bien encore les polices en fonction en milieu urbain. Donc c'est déjà un début de réponse. Après on peut nous dire bah ouais, on déplace le problème. Bah, je peux vous garantir qu'à l'échelle de la ville d'Hérouville, on a réglé beaucoup de cas très importants et qui auraient pu être encore plus graves si on n'avait pas pu anticiper ce qui allait se passer. Un domaine sur lequel aussi on essaye d'agir sur l'anticipation de la délinquance juvénile, et ça a été rappelé de plus en plus jeunes, malheureusement, effectivement, le décrochage scolaire est un de nos fléaux. On s'aperçoit qu'en France, c'est entre 120 et 150 000 jeunes par an qui sortent du système scolaire sans aucune orientation éducative, professionnelle ou insertion professionnelle. Et on le dit tous les ans, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a fait de gouvernement en gouvernement?
Eh bien, avec la région, comme on a pu le faire avec David Marguerite pour justement les maisons, les écoles, je vais pas y arriver, les écoles de la deuxième chance qui a été créée à Hérouville-Saint-Clair, où on a accueilli ces 4 dernières années eh bien, près de 800 jeunes pour justement anticiper sur le décrochage scolaire. On a un contrat, ce contrat il s'inscrit pendant quelques mois avec un parcours d'insertion, un parcours avec une obligation de suivre un stage en entreprise. On a créé un écosystème avec le monde économique. C'est près de 800 entreprises qui sont présentes autour de cette école de la deuxième chance. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 26 ans, mais voire au-delà. Eh bien, c'est aussi un début de réponse parce qu'on nous dit, bah ouais, mais on fait rien pour les jeunes. On a parlé des associations de médiation, d'insertion sociale, mais on a beaucoup fait, comment dirais-je, je parlais donc de les maisons de production, les maisons de production qui aussi sont un début de réponse. Donc tout ça pour rappeler que on a la capacité de le faire à l'échelle de notre territoire, parce que tout est une question de volonté. On est des élus de terrain et on sait ce qui ne va pas. Et donc, lorsqu'on n'est pas entendu, soit par un département ou soit par l'État, eh bien, la région Normandie est en capacité d'agir et de répondre, bien sûr, pour essayer d'apporter des réponses, et quelles qu'elles soient, et surtout sur le volet d'anticipation pour ne plus être confronté à cette délinquance juvénile qui subit de plein fouet ce décrochage scolaire et qui s'est pas arrangé, malheureusement, ces derniers mois avec cette crise Covid. Merci beaucoup, Rodolphe. Je souhaiterais que nous puissions rester justement sur l'implantation de caméras de surveillance au sein des collectivités. Il y a pas mal d'échanges, de débats sur ce critère-là, notamment Niki Lars qui nous dit « Bonsoir, quels seraient les critères pour justifier l'éligibilité au financement du dispositif de vidéosurveillance ?» notamment au sein des communes. Jonas, Rodolphe, mais également Frédéric, par votre expérience, quels sont les principaux critères? Je pense notamment à Jonas et à Rodolphe. Bon. Je sais pas, je pense que, en fait, enfin si, je sais, c'est qu'il faut s'adresser aux pros, quoi. Voilà, donc je pense que quand on est maire, quand on a des bonnes relations avec sa police municipale et la police nationale, on sait assez rapidement les endroits dans lesquels il y a des points chauds. J'ai un ami maire qui m'a raconté récemment que justement il y avait vraiment une ville paisible, voilà, il y avait 2 gamins qui faisaient des rodéos, il y a une caméra mobile qui a été installée, au bout de quelques semaines c'était terminé. En fait pour moi c'est très simple, il y a 2 endroits dans lesquels on peut le faire et qui dépendent de la région, c'est extrêmement simple. Sécurisation des abords des lycées et sécurisation des transports. Pourquoi sécurisation des abords des lycées qui dépendent de la région? Parce que de plus en plus on a un phénomène, les bandes. Donc ces bandes-là viennent en général devant les lycées. Donc si vous n'avez pas de sécurisation devant les lycées, devant les vidéoprotections de lycée, vous ne pouvez même pas interpeller des gens qui parfois, aujourd'hui, se mettent sur le visage, mais pour des broutilles, quoi. Quand vous regardez, et à mon avis vous avez dû voir les raisons pour lesquelles ils se mettent sur la tête en tant que bande rivale, c'est des trucs incroyables. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, sécurisation des transports. Dans toutes les gares de notre région, notamment dans les gares qui sont peu fréquentées, parce qu'on s'est battu pour garder des gares dans des zones qui étaient rurales, etc. Lorsque vous rentrez le soir, après une dure journée de travail, et que c'est totalement noir, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens d'éclairer partout, etc., les abords, etc., et que vous êtes un jeune, une femme, ou même n'importe qui en réalité, et que vous êtes confronté à ce sentiment d'insécurité parce que vous voyez des gens qui traînent, le fait qu'il y ait une caméra peut vous rassurer. Alors naturellement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque caméra, sinon ça se saurait. Et en revanche, ce que ça permet, c'est que lorsqu'il y a infraction, on puisse le retrouver. Il faudra m'expliquer en quoi, de la part de ceux qui sont contre ce système-là, qu'est-ce qui est gênant en matière de liberté individuelle que de mettre une caméra dans un lycée, ou en tout cas aux abords des lycées, ou dans une gare, alors que c'est un lieu public où tout le monde vous voit. Il faudra m'expliquer juste d'un point de vue liberté individuelle quel est le problème. Donc pour moi, il n'y en a pas, et c'est à la région de s'emparer de cette question, donc sécurisation des transports et sécurisation naturellement des abords des lycées. Merci beaucoup, Jonas. Rodolphe, justement, sur Hérouville-Saint-Clair, vous avez donc à la pointe, si puis-je dire, de la protection caméra et également sur la police municipale. Quel coût ça a pour une commune, pour peut-être nos amis maires qui nous regardent ou élus au sein des communes rurales et urbaines? Quel coût ça a?
Comme tout investissement de ce type, ça a un coût. Pour ce qui concerne Hérouville, mais dont 90% pour les autres villes, il y a des subventions qui viennent de l'État, on les appelle les fonds d'intervention de la prévention de la délinquance, les fameux FIPD, donc où l'État intervient entre 30-40%, mais pour une collectivité, quand il faut avancer les 60 autres pourcents, eh bien c'est quand même pas du tout évident. Donc après, il y a différents types d'installations de vidéoprotection parce que si on va avoir une qualité de l'image, eh ben, il faut un réseau, un haut débit qui soit à la hauteur. Donc vous voyez, chaque cas est particulier, chaque collectivité, mais c'est pas neutre. Hein. Le but essentiel, c'est de pouvoir, comme le disait Jonas, c'est d'abord enregistrer déjà. Donc l'idéal, c'est d'avoir aussi des personnes derrière, mais on ne peut pas toujours. C'est pour ça que la complémentarité avec la nationale et que les déports d'images peuvent se faire quand il y a des problèmes. Nous, on le fait uniquement quand on sait que, par exemple, sur le rodéo urbain du week-end, du samedi, du dimanche, eh bien, on va mettre une personne spécifiquement dédiée avec des interventions à l'extérieur, national, municipal, pour arriver, bien sûr, à trouver des résultats. Donc, vous voyez, donc c'est un investissement, c'est un coût de fonctionnement. Après, il y a des choix politiques. Hein. Il y a le choix idéologique, où dire non, il en est hors de question, ce n'est pas dans ma conception. Et puis, il y a les élus réalistes qui ne sont pas dans le déni, qui sont obligés d'évoluer en fonction de la société. On l'a dit, entre ce qui s'est passé il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, où les grands frères sont surpris, comme disait Jonas, même les grands frères qui sont surpris de la façon dont des jeunes, donc des ados, à peine 10-12 ans, qui se comportent de façon encore plus violente qu'ils ne le faisaient ou qu'ils ne l'étaient lorsqu'ils avaient leur âge. Donc vous voyez, donc tout ça, on doit le prendre à sa juste dimension et les Français nous attendent au tournant, les Normands nous attendent justement, et de faire en sorte qu'on soit en capacité d'intervenir. On ne peut pas, voilà, dans notre société, de dire ça c'est pas dans mon ressort, c'est à l'autre, ça c'est de l'autre ressort. On a l'obligation ou l'impérieuse obligation d'assumer cette responsabilité. Faire de la politique, c'est pas faire de la politique politicienne. Faire de la politique, c'est apporter des réponses, c'est améliorer le cadre de vie des habitants, transformer sa ville, aménager sa ville. Et d'ailleurs, j'en suis très fier avec ce qu'on a pu faire ces 5 dernières années avec la rénovation urbaine sur l'ensemble des quartiers, car avec près de 100 millions de levées à l'échelle de la région Normandie, eh bien, c'est près d'1 milliard, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, près d'1 milliard qui ont été levés avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec les bailleurs sociaux et ainsi de suite. Donc, pour améliorer le cadre de vie. Mais encore faut-il qu'on ne stigmatise pas un quartier, une ville, investir des milliards ou des centaines de millions d'euros dans les quartiers. Il faut travailler sur la politique de peuplement. Il faut travailler sur la politique de mixité sociale. Encore faut-il qu'on soit en mesure justement d'apporter des réponses pour faire venir des nouvelles familles et qui se sentent bien dans les quartiers qui auraient pu être stigmatisés il y a encore quelques années. Tout à fait, et pour approfondir sur véritablement la politique de peuplement, il y a aussi un phénomène à prendre en compte que nous pourrons évoquer après, c'est aussi les mutations sociodémographiques des communes, et aussi bien urbaines que rurales, avec aujourd'hui l'arrivée en masse de néo-ruraux, avec des comportements et des attentes différentes, qui ça aussi est à prendre en compte. Le débat sur les caméras est particulièrement animé en commentaire, merci beaucoup. Nous avons notamment quelqu'un qui nous dit que les caméras sont dissuasives et efficaces. Je me tourne vers Frédéric. Frédéric, par expérience, depuis que les caméras s'implantent au sein des communes et au sein des villes et métropoles, est-ce que vos collègues, est-ce que vous-même, vous pouvez dire véritablement que l'installation de caméras de vidéosurveillance est véritablement utile dans l'exercice de vos fonctions ? Alors, utile, je dirais, complémentaire à nos missions. Utile et dissuasif, pardon, je ne suis pas persuadé. Rien n'est plus dissuasif que 3 policiers qui patrouillent dans une gare mais complémentaire. Complémentaire pourquoi ? Parce que quand on a un report d'image à la salle d'information et de commandement, donc le centre névralgique d'un commissariat, ce qu'on appelle le 17, quand on a les images en face de nous et qu'on peut voir un regroupement d'une bande
sur une place, on peut déjà anticiper et envoyer des véhicules de BAC ou de police. Donc ça, c'est très important. Après, effectivement, ça a un coût. Mais c'est effectivement complémentaire aux missions et on peut anticiper. Ceci dit, quand on a des attaques dans les gares, enfin des violences dans les gares ou dans les transports, hélas, on peut aller chercher l'auteur. Les images mais ça n'empêche pas l'agression. Et c'est ça qui nous importe pour nous, policiers nationaux, c'est d'éviter que le citoyen lambda soit agressé dans une gare ou en retour du travail. Donc voilà. Merci beaucoup Frédéric. Nous avons Pascal Esquinazi qui nous dit « Les caméras ne gênent pas les honnêtes gens », puisqu'il y a également un débat sur le fait que possiblement les caméras de vidéosurveillance pourraient créer une sorte de sentiment anxiogène, d'atmosphère anxiogène au sein des communes. Jonas, je vous vois retirer votre masque. Votre avis? Non, parce que en fait, Pascal est rouennaise, donc ça m'interpelle. Pascal le sait, en plus, on a beaucoup parlé concernant les sujets de sécurité. Moi, vous voyez, on le disait tout à l'heure, je suis formation avocat, donc je suis très attaché aux libertés individuelles. Je ne veux pas que on collecte toutes mes données sans me demander mon autorisation. Je pense qu'on est tous attachés à ça. C'est notre caractère et c'est d'ailleurs très bien que la France se distingue par rapport à ça. Simplement, quand une caméra permet d'interpeller quelqu'un, c'est bon. Mais quand une caméra permet de dissuader, c'est encore meilleur. Mais il n'y a pas que la caméra. C'est là où c'est une réalité. On peut par exemple, moi j'ai vu des expériences autour de la lumière. Vous voyez, en fait, dans des endroits dans lesquels il y a vraiment très peu de lumière, parfois juste le fait qu'il y ait un interrupteur, vous savez, les interrupteurs qui soient au-dessus, juste le fait de mettre un peu de lumière, tout de suite, immédiatement, la personne qui est en délinquance, et ça on le sait dans la prévention de la sécurité, fait que elle va faire attention parce qu'elle sait qu'au moins elle est potentiellement regardée sans gêner naturellement les habitants. Donc en fait, tout ce qui peut être dissuasif doit être utilisé, mais comme le disait Rodolphe, il faut arrêter l'idéologie, parce que je peux vous assurer que la personne qui se fait taper sur la tête en pleine nuit, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. Et le délinquant, il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche. Il commet un acte délictueux, et la personne, elle est victime d'un acte délictueux. Donc effectivement, il faut utiliser tout ce qui existe pour pouvoir dissuader les délinquants de commettre leur acte. Merci beaucoup Jonas. Nous arrivons à la fin presque de notre émission. Est-ce que Frédéric, Rodolphe ou Jonas, vous voulez rajouter des informations ou des observations, des commentaires particuliers? Sans conclure, déjà, j'espère que ces échanges ont permis à l'ensemble de nos auditrices, auditeurs de pouvoir bien comprendre ce que nous sommes. Voilà, Jonas et moi qui sommes aussi candidats à côté d'Hervé Morin et toutes les équipes qui gravitent autour de cette campagne. Donc c'est de montrer et d'affirmer clairement que nous avons véritablement cette volonté de pouvoir apporter des réponses, que ce soit sur la formation, le développement économique, l'attractivité des territoires, l'image de la Normandie qui doit être démultipliée. Il y a un savoir-faire, on a un territoire industriel, mais on voit bien qu'il y a quand même des trous à la raquette et donc la région est là, y a répondu et ces 5 dernières années, parce que quand on est candidat sortant, eh bien on se dit mais on a un bilan. Oui, on a un bilan et on n'a pas à rougir du bilan qui a été proposé à l'ensemble des Normands sur tous les domaines de compétences et surtout les entreprises qui ont été vraiment soutenues bien avant le Covid et doublement, triplement pendant cette période de confinement qui a été une catastrophe économique pour toutes sortes de commerces ou d'entreprises. Eh bien, ce qu'on attend, c'est qu'effectivement les Normands nous fassent confiance comme ils ont pu nous le faire, nous l'accorder plutôt il y a maintenant 5-6 ans. Eh bien, nous aurons toujours cette volonté de pouvoir continuer avec force, avec détermination, que la Normandie, elle est toujours aussi conquérante et elle est prête à avoir conquérir des parts de marché. Et quand on dit conquérir des parts de marché, c'est d'aller là où l'État, malheureusement, n'est pas toujours prêt à y aller. Et même si la sécurité et la délinquance est, on le dit souvent, une thématique régalienne, on ne peut pas ne pas intervenir et apporter des solutions. Moi, c'est mon engagement politique aux côtés d'Hervé Morin. Et puis, j'espère qu'elle sera partagée, bien sûr, avec l'ensemble des équipes, mais aussi avec l'ensemble des Normands qui vont nous faire confiance et on en sera capable pendant toute cette campagne des régionales. Merci beaucoup Rodolphe. Jonas. Je vais laisser la conclusion à Frédéric parce que je trouve que dans cette période-là, c'est les forces de l'ordre qui doivent être mises à l'honneur. Je vais juste vous dire une chose.
Hervé Morin, c'est pas quelqu'un qui est perçu comme étant un technocrate. C'est quelqu'un qui incarne la Normandie. On le voit, il incarne ce fait régional. Donc on ne peut pas considérer simplement que parce que la sécurité n'est pas une compétence proprement régionale, on devrait s'en désintéresser. Au contraire, l'objectif, c'est d'être le président de tous les Normands, pas uniquement de la région Normandie dans ses compétences. Parce que nous, on n'a pas cette vision administrative uniquement des choses. Deuxièmement, on l'a vu en réalité à l'occasion de ce débat, la Normandie, qui est une région qui est perçue comme apaisée, qui est une région paisible, doit le rester. Et on voit des petits signaux faibles comme ça, comme le dit Rodolphe, qui font que potentiellement, on n'a pas envie de devenir comme les autres régions. Et les autres régions se disent de temps en temps, maintenant c'est trop tard. Nous, on n'a pas envie qu'il soit trop tard en laissant notre région sans être gérée et sans être tenue. Et enfin, dernier point, on l'a dit, on a des propositions très concrètes en la matière. Sécurisation des transports, sécurisation des lycées, sécurisation de nos entreprises pour qu'elles soient moins l'objet d'attaques cyber comme ça existe, et les compétences de la région seront ainsi respectées et les Normands seront dans une région qui est paisible, où il fait bon vivre la Normandie. Merci Jonas. Donc la conclusion avant de clôturer et parler de notre agenda, Frédéric. Déjà, je vous remercie de nous avoir invités. Moi, en tant que représentant des fonctionnaires de police de la Normandie, Bretagne et Pays de Loire, vous dire que il y a urgence à faire quelque chose pour la police nationale. Urgence, pas pour nous, c'est surtout pour assurer nos missions de service public et de sécurité. Les policiers ont besoin de reconnaissance de la part de leurs élus. De ne pas être montré du doigt à chaque fois qu'il y a un dérapage, parce qu'il en existe, il faut en parler, mais être remercié à chaque fois qu'on le peut du travail au quotidien avec le peu de personnes. Ils ont besoin de concret, pas de parole. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, parce qu'aujourd'hui, et sans être pessimiste, et je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste, mais la police nationale va mal. Elle perd tous les jours... elle perd des collègues et des frères dans des conditions effroyables. Je ne vais pas reparler de Rambouillet ni d'hier. Mais voilà, donc on a besoin de soutien, que nos politiques nous soutiennent, toutes tendances confondues. Nous, on ne fait pas de politique, on est là pour faire appliquer les lois républicaines. Donc voilà, inquiétez-vous aussi, venez, je vous invite, enfin je ne peux pas vous inviter, mais j'invite les élus ou les futurs élus à venir faire des immersions dans les commissariats, voir un petit peu nos conditions de travail, et vous allez voir que tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, c'est du concret et peut-être même au-dessus de la réalité. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et on compte sur vous. Merci à vous. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence ce soir. Merci beaucoup, chers Normandes et chers Normands, pour votre participation, très vive participation en commentaires. Merci beaucoup. Tous les commentaires n'ont pas pu et toutes les questions n'ont pas pu être remontées, mais sachez que dès demain, nous avons rendez-vous avec une nouvelle table ronde numérique. Il y en aura plus de 11 jusqu'au 17 mai. Nous serons donc sur le sujet de lycée avec Bertrand Dognaud et Maxime Poignant à l'animation Jeunes Normands Conquérants. Vous remercier pour votre participation. Remercier une dernière fois nos intervenants pour les présenter tout comme hier une dernière fois. Nous étions donc avec Rodolphe Thomas, vice-président de la région Normandie, en charge donc de la politique de la ville et de la cohésion sociale, également maire d'Hérouville-Saint-Clair. Merci beaucoup Rodolphe pour votre présence ce soir. Merci à toi Gauthier. Merci beaucoup. Nous étions également donc avec Jonas Haddad, avocat au barreau de Rouen, qui est donc également spécialisé dans le cadre de ses fonctions professionnelles sur les questions de sécurité, notamment. Nous avons pu le voir ce soir sur l'agression des femmes et la préservation justement de ces dernières. Jonas, merci beaucoup pour votre présence. Merci à toi Gauthier. Merci beaucoup Jonas. Et enfin donc pour terminer, nous étions avec Frédéric Desguer. Frédéric Desguer, vous étiez donc secrétaire national délégué unité SGP Police Zone Ouest. C'est également le cas au niveau régional à l'échelle de la Normandie. Frédéric, merci beaucoup pour votre disponibilité et pour votre témoignage plus qu'intéressant pour le sujet. Merci à vous trois et de la qualité des échanges. On se retrouve demain, même heure, 19h. Vive la Normandie et à demain.